Bonjour à tous et merci à Madame Arouche sur l'invitation à ce symposium sur l'ICL. L'implant ICL, c'est un implant qui n'est pas nouveau. Il a plus de 25 ans et c'est l'implant qui est apparu quasiment en même temps que les autres et qui a survécu à tous les autres, puisque tous les autres ont respectivement créé des complications et c'est le seul qui, pour l'instant, n'a pas de complications et qui a été évolutif dans les modèles qu'il propose, puisqu'il a changé régulièrement de forme. Et voyez-vous, c'est pas nouveau, ça date des années 90-2000, quoi. Donc ça ne nous rajeunit pas. Il a entre 20 et 30 ans de conception avec une progression, vous voyez les dates clés. Et là, on est dans la dernière version avec le petit trou au centre qui permet, chez le myope évidemment, d'éviter de faire une IP. Et donc, il permet d'avoir des possibilités de correction sphériques en myopie et même torique, puisqu'aujourd'hui, on corrige les cylindres associés de façon. Et tous ces petits trous, il y a des trous qui aident à bien positionner l'implant pour savoir si on le met bien à l'endroit. Et il y a des trous dont le rôle est de réduire et de permettre un passage du mur aqueuse de la chambre postérieure vers la chambre antérieure et d'éviter le blocage pupillaire. Donc, voici grosso modo les différentes lignes évolutives de cet ICL. Et aujourd'hui, on est quand même à une expérience très importante puisque 93-2020, même si l'année 2020 n'est pas le meilleur cru du monde, ça compte. Et je vais même vous dire, à titre personnel, je mettais beaucoup d'implants d'abord de chambre antérieure, puis à fixation aérienne. Et avec tous les ennuis qui m'arrivaient, j'avais décidé d'arrêter. Et j'ai un confrère algérien qui a un congrès à Casablanca au Maroc, m'a dit, mais t'es un peu idiot. Mets de l'ICL, tu verras, c'est super. Et donc, ça fait 12 ans que je mets de l'ICL et Dieu merci, je n'ai jamais eu à m'en plaindre et c'est vraiment un implant formidable, même si je n'ai aucun intérêt commercial, malheureusement, dans la vente de ces implants. C'est dommage. Donc, aujourd'hui, il existe en version myopique et en version hypermétropique. Le seul inconvénient de la version hypermétropique, c'est compte tenu de la forme de l'implant, il ne peut pas y avoir de trou au centre et donc l'épée chirurgicale est impérative. On peut éventuellement faire deux petites IP en préopératoire au laser, mais bon, je recommande de faire une IP chirurgicale quand on en fait. Alors, pour avoir tous les critères pour pouvoir le faire, ce n'est pas toujours facile. Donc, quand on a à mettre un ICL, quelles sont les indications de l'ICL? Évidemment, c'est des gens relativement jeunes, parce qu'au-delà d'un certain âge, avec le risque cataractogène de la présence de l'ICL, on doit se poser la question, ou si on l'utilise parce qu'il y a encore une réserve accommodative, le patient doit être prévenu du risque d'apparition d'une cataracte dans les 5 à 10 ans, dans lequel l'objectif qui est de corriger sa myopie sera maintenu par la correction. Évidemment, il faut que la réfraction soit stable. Je ne reviendrai pas sur tous les critères d'une indication de réfractive. Par contre, je reviendrai sur les critères spécifiques de cet implant-là. Il faut que la chambre antérieure entre la face postérieure de l'endothélium et la face antérieure du cristallin soit supérieure à 2,8 mm. Il faut que l'angle irido-cornéen soit ouvert parce que la présence de l'implant va contribuer à le fermer. Et si cet angle n'est pas suffisamment ouvert, vous vous exposez à un risque de glaucome par fermeture de l'angle en post-opératoire. Évidemment, il faut qu'il n'y ait pas d'autres chirurgies et il faut exclure toutes les autres pathologies. Maintenant, le kératocone n'est pas véritablement une contre-indication puisque l'ICL peut être utilisé chez les kératocones de plus de 30 ans qui sont stabilisés comme élément de correction quand ils ne supportent plus leurs lentilles. Donc, c'est une contre-indication relative, mais dans ces cas-là, l'ICL est utilisé comme un traitement adjuvant du kératocone et non pas comme un traitement de chirurgie réfractive. Évidemment, les contre-indications, l'existence d'un glaucome préexistant doit faire contre-indiquer car il y a un risque d'irritation du corps ciliaire, de libération de pigments. Chez quelqu'un qui a déjà un glaucome, ça peut l'aggraver. Évidemment, toute pathologie du segment antérieur. Patients monoculaires, personnellement, je n'opère pas les patients monophtalmes. Je sais que certains le font, mais moi, je ne le fais pas. Peut-être un peu prudent, mais je crois que ce n'est pas raisonnable de prendre un risque chez quelqu'un qui a, on va dire, un seul œil. L'angle étroit, évidemment une profondeur de chambre antérieure insuffisante et une réfraction instable, mais je l'ai dit, on opère
de réfractive que des patients dont le défaut est stabilisé. Comment calcule-t-on un ICL? Évidemment, la réfraction, la kératométrie, la profondeur de chambre antérieure, la pachymétrie, mais surtout le point clé du sizing, c'est-à-dire du choix de la dimension de l'implant, c'est la mesure du blanc-blanc. Lorsque vous avez un appareil de type Orbscan, la valeur du blanc-blanc de l'Orbscan est excellente et ce n'est pas la peine de faire plus, vous basez sur la mesure du blanc-blanc de l'Orbscan. Si vous n'avez pas d'Orbscan, il faut standardiser votre mesure de blanc à blanc. Alors, le spéculaire est indispensable puisque une pathologie cornéenne endothéliale préalable est une contre-indication absolue. L'OCT visante, ou aujourd'hui il y a d'autres OCT qui sont capables de vous apporter. Donc, vous avez l'OCT SA Casia de la marque Tomé, que le symposium pour lequel nous sommes invités par Madame Harouche à la distribution au Maroc. C'est un appareil qui va vous permettre de quantifier tous les éléments pour l'évaluation et la mise en place d'un ICL. Profondeur de la chambre antérieure, largeur de l'angle et contrôle post-opératoire du vaulting post-opératoire. Vous avez l'analyse des différents éléments qui sont permis par cet appareil. L'aspect du cristallin, la profondeur de la chambre antérieure entre la face endothéliale et la face, et l'ouverture de l'angle, tous ces éléments, et la mesure du blanc à blanc. Parce que vous avez un white to white. Ce qui est important, c'est de standardiser votre technique. Parce que la mesure du white to white, du blanc à blanc, c'est ce qui va conditionner le choix de la dimension de l'implant, pas de la puissance, puisqu'elle est composée, elle est décidée par la réfraction et la kératométrie, mais de la distance. C'est-à-dire que quand vous allez le positionner dans le sulcus, s'il est trop petit, il va tourner. S'il est trop grand, il va irriter le sulcus et créer une inflammation avec un risque de glaucome. Donc, voilà, vous centrez votre patient et vous ajustez le tir. Vous voyez, cette image n'est pas bonne, mais l'avantage, c'est que vous pouvez la rectifier sur l'écran de la machine et mesurer les différents éléments dont vous avez besoin pour déterminer. Vous voyez, et donc, vous voyez également la forme du cristallin, s'il est trop bombé ou s'il n'est pas assez bombé. S'il est trop bombé, il faut s'en méfier parce que c'est toujours des éléments de contre-indication potentielle. La profondeur de l'angle, tous ces éléments, l'appareil vous donne les mesures et je ne vais pas insister puisque avant moi, M. Amari vous en a parlé. Donc, l'OCT, visante ou autre, permet, le point clé, c'est la surveillance à long terme des patients opérés. On les surveille à long terme sur 3 critères, évidemment la réfraction, évidemment tout le bilan ophtalmo et notamment la recherche d'une possible hypertonie, mais surtout l'endothélium avec un spéculaire et le vaulting. C'est les 2 critères. Et on peut voir chez certains patients le vaulting diminuer progressivement avec l'âge, puisque avec l'âge, le cristallin augmente de volume. Et on sait que le rapprochement de la face antérieure du cristallin à la face postérieure de l'implant peut être générateur de cataracte. C'est pour moi, à part l'hypertonie post-opératoire précoce, la seule complication à moyen long terme. Il y a aussi des glaucomes, il y a de tout. Il y a eu des décollements de rétine, mais est-ce que ce n'est pas tout simplement la forte myopie? Quelle est l'incidence de l'implant sur la genèse? Je pense que c'est plus la forte myopie qui est responsable de ce risque de décollement de rétine. Donc, le volt, comme vous le voyez sur ces images, est mesuré. Vous voyez ici un volt minime, ça c'est la cataracte garantie. Un volt relativement important, c'est le risque de voir apparaître une hypertonie. Pour l'implant torique, la technique chirurgicale est la même. Mais l'avantage, c'est que vous calculez l'implant et le fabricant vous livre un implant qui se met toujours horizontalement. Il y a un petit débattement de plus ou moins 15 mm, mais il est toujours placé horizontalement. Vous mettez toujours à la tête du malade en horizontal et vous insérez l'implant sans difficulté. Donc, voilà, et vous n'avez pas à le faire tourner comme un implant torique de cataracte, puisqu'il se met toujours horizontalement. Simplement, il y a un petit débattement pour… voilà comment se présente l'image d'implantation telle qu'elle vous est fournie par le fabricant. L'aspect qu'aura l'implant dans l'œil, vous le mettez à l'envers en position chirurgicale et l'angle par rapport au méridien horizontal sur lequel il doit être placé. Donc, l'ICL torique va corriger les cylindres et aujourd'hui, ils ont
une capacité de correction de myopie associée au cylindre qui est très importante et qui couvre quand même beaucoup d'indications. Et même si quelqu'un a un cylindre majeur avec une très forte myopie, même s'il en reste un peu, pour être objectif, ça change tellement leur vie qu'ils sont la plupart ravis. Vous avez à la fois une nette amélioration de la réfraction avec un résultat qui est efficace et surtout stable dans le temps. Vous voyez, ce diaphragme, à 5 ans, ça ne bouge pas. Et franchement, chez les myopes forts, en plus, un gain en acuité visuelle par rapport aux lunettes, comme on le sait pour les lentilles, évidemment. Et donc, voilà un cas, mais bon, on peut en citer deux autres, des dizaines d'autres. C'est des patients pour lesquels, franchement, quand vous avez commencé à mettre des ICL, vous ne faites plus machine arrière. Donc, voilà un exemple encore d'un patient avec une grande profondeur, un angle ouvert. Vous pouvez y aller en toute tranquillité. Vous rentrez toutes les données dans le calculateur en ligne, vous calculez votre implant et vous n'avez plus qu'à le poser. Et voici l'aspect post-opératoire idéal avec un vaulting suffisant, un œil calme, l'implant, la face postérieure suffisamment à distance du cristallin et une profondeur résiduelle de la chambre antérieure assez importante. Voilà, alors je passe les exemples. Alors, il travaille sur un ICL qui corrigerait en même temps que l'aberration sphérique et cylindrique la presbytie. Et on rêve tous de l'ICL préchargé parce que parfois ça prend plus de temps à l'installer dans la capsule qu'à opérer. Donc, voilà, évidemment, je ne suis pas là pour répondre à votre question et je l'aurais fait avec plaisir, mais j'ai essayé de résumer rapidement, de survoler ce qu'on peut faire avec NCL. Je vous remercie de votre attention et puis à bientôt, Inch'Allah, en physique, vous en France et nous au Maroc. Salam.